Bonjour Nicolas Bourriaud, dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de l'ouverture du MoCo? On vient de finir d'aboutir à une première étape, en fait, qui est l'inauguration de 100 artistes dans la ville. Il est déjà, en fait, presque le point de départ, en fait, de cet incroyable moment, en fait, qui va voir pour toutes les équipes, en fait, de Montpellier Contemporain, l'ouverture de l'hôtel des collections. Donc on est dans je dirais que c'est un petit peu comme l'accumulation d'énergie toutes les ressources que ça implique quand on veut faire décoller une fusée, en fait. Donc le deuxième étage de la fusée, en fait, c'est effectivement l'inauguration de l'hôtel des collections le 29 juin prochain. Et ensuite, on est en vitesse de croisière et il reste à inventer encore beaucoup de choses. Alors, c'est la deuxième fois de votre existence que vous fondez un lieu. Si je ne me trompe pas, il y avait évidemment le palais de Tokyo. Quelle est la différence entre ces deux fondations, ces deux créations pour vous? Il y a même une petite troisième, en fait, puisque j'ai conçu en fait, le Pinchuk Art Center à Kiev, en fait. Donc c'est une aventure là, complètement différente. Mais à chaque fois, et je me souviens très bien de l'état d'esprit dans lequel j'étais en 2002, en fait, au moment de l'inauguration du Palais de Tokyo, janvier 2002, c'est toujours la réponse à la fois à un espace et à un temps. Qu'est-ce qui correspondrait, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment précis. Et c'est toujours les artistes qui nous donnent la boussole, en fait. C'est toujours les artistes chez qui on peut aller puiser les idées et qui montrent la voie, en fait. Voilà. Et donc, ces antennes-là, moi j'essaie d'être à l'écoute, en fait, de ce que les artistes émettent, des mutations dans la production artistique, des changements de mentalité. Et c'est ça, en fait, qui me donne le carburant, en fait, pour commencer à réfléchir à voilà, qu'est-ce qu'il fallait en 2019 à Montpellier. Et c'est la création de Montpellier Contemporain, le MoCo, en fait, et la réponse à cette interrogation qui a duré un petit moment. Ouais. Alors, c'est quoi la réponse adaptée que vous avez construite et qui est singulière, finalement, pour Montpellier? Quelle est sa singularité? La première chose, et c'est une des premières discussions qu'on a eues avec Philippe Sorel, c'est la fin de la verticalité, en fait, la fin de cette idée du centre d'art ou du musée d'art contemporain, légèrement en périphérie, avec un bâtiment signature signé par un grand architecte. Bon, là, toutes ces choses-là, pour moi, c'est complètement daté. C'est du logo, en fait. C'est mettre l'argent dans l'écrin davantage que dans le bijou. Et toutes ces choses-là, en fait, dès le départ, ont été évacuées. Et l'idée, ce qui est original dans le concept du MoCo, c'est cette idée d'horizontalité. C'est une sorte de grande courroie de transmission, si vous voulez, qui relie 3 sites qui correspondent à des fonctions différentes, et des manières, il y a des présences différentes aussi, de la formation jusqu'à la collection. Et ça traverse complètement le centre-ville de Montpellier, ça traverse l'Écusson, donc depuis l'hôtel des collections, près de la gare, jusqu'au quartier des Beaux-Arts. Alors, cette verticalité, cette non-verticalité, justement, est-ce qu'elle n'est pas liée aussi au fait qu'il y a très peu d'argent pour faire, il y a eu très peu d'argent pour faire ce projet, à côté des 100 millions d'euros de la tour Guéry à Arles, des 60 millions d'euros de la rénovation du musée Fabre, qui est un autre grand temps de l'art, une vingtaine de millions d'euros, dont une partie, je pense, était déjà dépensée. Est-ce que ça ne vous a pas un peu rebuté de partir sur un projet qu'on souhaitait ambitieux avec si peu de moyens? Et moi, je trouve que le projet inventé, c'est toujours plus ambitieux que de se contenter de faire un chèque. Voilà, Bilbao, prenons Bilbao, en fait. Combien a coûté le bâtiment de Franck Guéry et quel est le budget qui est mis dans les expositions? Et je pense que il faut mettre l'argent là où il doit être, c'est-à-dire dans la production des œuvres, dans la médiation de l'art, dans l'édition de livres, etc., etc. Dans des choses qui font sens, davantage que dans un super écrin qui fait image, qui attire les touristes, c'est vrai, mais qui, à mon avis, ne produit pas grand-chose pour la pensée et la culture contemporaine. Alors, vous avez évoqué Philippe Sorel, vous êtes le seul grand acteur culturel à assumer, à affirmer une telle proximité avec l'élu local. Lui dit qu'il y a entre vous un papier de cigarette. Qu'est-ce que c'est que cette relation privilégiée que nous pouvons constater? Et à un an des municipales, est-ce que ça ne fait pas de vous
contre votre plein gré, une caution ou un acteur politique? Acteur, certainement, mais dans la mesure où je trouve dans cette relation avec un président de métropole, maire de ville, une vraie relation politique, pour le coup. Puisque ce qui m'a attiré ici, et ce qui se confirme en fait jusqu'à maintenant, c'est précisément cette volonté politique. Et cette confiance qu'on peut mettre, cette compréhension d'un projet, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui s'est passé dans les années 80, toute proportion gardée bien entendu entre Lang et Mitterrand. En fait, quand il y a cette symbiose-là, quand il y a cette compréhension, on peut faire des choses. Voilà. Et c'est ce qui se passe, à mon avis, aujourd'hui à Montpellier. Alors, à l'occasion de la ZAT inaugurale, il y a eu ce chiffre toujours un peu surprenant ou ambigu de 51%, on les a comptés, d'artistes locaux. Il y a une demande, c'est un sujet toujours très complexe, la représentation des élus locaux dans les grandes, des artistes locaux dans les grandes manifestations ou structures culturelles locales. Comment vous dépatouillez de ça? Comment vous le réglez? Est-ce que c'est bien de tels quotas, de tels chiffres? Et est-ce qu'il y a une demande politique dans ce sens? Alors en fait, on les a vraiment comptés quand on m'a demandé en fait combien il y en avait, parce que je réfléchis absolument pas dans en me disant voilà il faut un temps de Pas de quota. Moi je déteste ce genre de truc, je trouve ça complètement ridicule. Simplement, en additionnant en fait voilà, les artistes qui sont nés ici mais qui sont partis comme Mélie Coagnan ou Bruno Penado, ceux qui sont issus maintenant de l'école des Beaux-Arts, il y a beaucoup de collectifs et de jeunes artistes en fait, qui maintenant restent sur le territoire. Si on compte aussi les artistes avec qui on avait travaillé auparavant, comme Agnès Fornel, Olivier Cabla, etc., on arrive effectivement à voilà, je ne sais pas si c'est 51% d'ailleurs, mais peu importe, mais il y a beaucoup d'artistes vivants ou travaillant ou ayant travaillé sur le territoire qui sont présents dans l'exposition. Mais l'intérêt, ce n'est pas de faire des expositions avec les artistes du territoire pour les gens du territoire. C'est-à-dire que ça équivaut à faire une exposition dans sa cuisine. La question, c'est comment est-ce qu'on montre ces artistes, comment est-ce qu'on les insère dans des contextes qui font sens. Et donc, il faut que l'exposition soit très internationale pour que ce soit intéressant. Il faut que ce soit très international et qu'il y ait beaucoup d'artistes venant du monde entier pour que la présence des artistes locaux fasse sens. Alors, vous donnez l'impression de vous être acclimaté assez vite à Montpellier, d'avoir à peu près évité la plupart des pièges, d'avoir assez vite saisi les codes. Franchement, Montpellier, ça vous faisait pas un peu peur au début? Au début, sans doute, comme toute situation qu'on ne connaît pas, en fait. Je ne sais pas de quel piège vous pouvez me parler, mais je suis ravi de les avoir évités, même si je ne sais pas lesquels exactement. Mais en tout cas, j'ai juste essayé de me comporter de manière tout à fait comme d'habitude. Je ne suis pas différent de ce que j'étais quand j'habitais à Paris ou à Londres. Donc, oui, non mais vous êtes l'élite, vous êtes Paris, vous êtes l'art contemporain, etc. Vous n'avez pas senti que c'était au début un peu compliqué? Ça vous a fait pas peur? Ça vous a pas fait peur, la vie de province notamment? Mais moi, je sais pas ce que je le dis souvent, je ne sais pas ce que c'est que la province. En fait, c'est un concept lui-même du 19e siècle. En fait, donc je sais que les Parisiens l'utilisent beaucoup. Oui. Mais c'est un concept du 19e siècle. Oui. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui est aussi centralisé de manière aussi absurde, c'est le Mexique. Où il y a carrément Mexico City et Mexico qui est le reste du pays. Vous voyez, là, ils font les choses de manière plus radicale. Non, moi, je ne sais pas ce que c'est que la province. Je dis toujours, moi, je ne vis pas en province, je vis à Montpellier. Et c'est, pour moi, une métropole, un territoire, en fait, sur lequel, voilà, à partir duquel on essaie de produire, en fait, de contribuer à la production d'une scène artistique qui soit plus dense, plus intense, plus dynamique, qui soit plus attractive. Je ne vois pas tellement la différence, très franchement, en fait, avec d'autres grandes villes. C'est pas Il y a des atouts, par ailleurs, qu'on ne trouve pas. Et puis, vous savez, le Paris, moi, que j'ai habité, j'ai l'impression qu'il disparaît de plus en plus aussi. La ville, en fait, dans laquelle j'ai vécu, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est complètement effacée au profit d'un gigantesque showroom, en fait, dans lequel, par exemple, les artistes n'ont plus leur place.
qui seront bientôt obligés non plus d'aller à Berlin, mais de vivre encore ailleurs. Je crois beaucoup à la possibilité pour le sud de la France, pour ce territoire que j'appelle moi la Californie française, entre Marseille et Sérignan, pour aller vite. Je crois beaucoup en son pouvoir d'attractivité. Je pense qu'il y aura beaucoup d'artistes qui vont s'installer dans la région bientôt, y compris dans et autour de Montpellier, et que ça va modifier profondément en fait, la scène artistique d'ici. L'idée, c'est de polariser la vie artistique française. C'est le seul grand pays qui n'a pas de polarisation, en fait. Il n'y a pas Madrid-Barcelone, New York-Los Angeles, Milan-Rome même, etc., etc. Une sorte de deuxième centre. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est nécessaire, sinon la vie artistique française va s'anémier à force de concentrer totalement tous ces pouvoirs et tous ces lieux en fait, dans un même espace. En fait, il y a une sorte d'auto-annihilation qui va se produire. Mais pourquoi dans le Sud, pourquoi ce tropisme du Sud qui fait partie de votre projet visiblement pourquoi plutôt là qu'ailleurs? Parce que c'est le pôle cohérent, en fait. Tout simplement, c'est l'envers. En fait, c'est le seul lieu dont l'identité, seul espace dont l'identité est suffisamment forte pour pouvoir constituer une alternative. Parce que partir de Paris pour habiter à Lyon, franchement, bon, voilà, c'est pas une mutation extraordinaire. Je pense que c'est important. La polarisation, c'est la reconnaissance d'une différence. Et c'est ça qui peut être intéressant, y compris pour les artistes. C'est ce côté Los Angeles dont je parle depuis mon arrivée ici. Parce que je pense que c'est l'approche qui permet de faire comprendre, en fait, tout simplement, ce qui se joue ici à Montpellier. Alors vous le savez, votre discours enfin, sur Los Angeles, ça ne passe pas toujours bien. On se dit, bon, c'est très flatteur, c'est très bien, mais c'est assez compliqué à comprendre qu'on puisse comparer, pour ceux qui connaissent Los Angeles à Montpellier. Il faut le comprendre, j'imagine, par cette contre-culture, finalement. Exactement, je pense que j'ai essayé de l'expliquer là. Voilà. C'est ça. C'est pas une comparaison ville à ville, encore qu'il y ait d'autres éléments de comparaison qui sont marrants, mais c'est effectivement, Los Angeles, quand on est downtown Los Angeles, on est très loin de la mer, en fait. Ouais. Mais en même temps, on est très proche de la mer. Et à Montpellier, on a cette sensation-là également, en fait. C'est une ville qui n'est pas portuaire, qui n'est pas un port, mais qui se pense en proximité avec la mer et avec sa poétique, en fait. Il y a vraiment cet espace entre les collines, le pic Saint-Loup et la mer qui crée une tension intéressante. Alors, on l'a vu au débat que vous avez organisé avec ceux qui ont constitué cette exposition de l'année 70 dont s'inspire la ZAT actuelle. Vous êtes raccroché à l'histoire locale et vous paraissez vous y être émergé. Est-ce que vous vous sentez Montpelliérain maintenant? Écoutez, je ne me suis jamais senti véritablement de quelque part. En tout cas, je suis certain de... Oui, on peut dire ça, en fait. J'ai toujours du mal à signifier une relation d'appartenance quelque part. Mais si on regarde les choses, oui, je suis Montpelliérain, oui. Alors, pour revenir au MoCo qui s'ouvre bientôt, il y a quelque chose de très particulier qui va être donné à voir, c'est l'idée qu'on va faire un centre d'art vide, c'est-à-dire sans collection, sans fond, avec cette idée aussi de partage, de co-collection, qui relève presque du développement durable. On raisonne de cette manière-là dans le développement durable, on recycle, on partage, etc. On n'achète pas pour soi, et est-ce que c'est voulu finalement? On est ici à la Panacée, en fait, si vous parlez de centre d'art vide, c'est exactement le cas, en fait, mais à part que le public ne le voit pas quand il est vide. Oui. Voilà, c'est exactement la même chose, ce sera la même chose pour l'hôtel des collections. Je ne pense pas que l'idée de constituer une collection publique, en fait aujourd'hui en France, soit la meilleure réponse à apporter, y compris en termes y compris pour constituer un musée. Je m'explique. Il y a de plus en plus de collections dans le monde aujourd'hui, qu'elles soient publiques, collectives ou privées. En importance, le fait en chiffres. En chiffres, oui. Ces collections, en fait, généralement, n'ont pas de lieu spécifique où se montrer. C'est-à-dire que toute cette immense stock en fait, d'œuvres n'est jamais en contact avec le public.
Est-ce que vous pensez vraiment que, voilà, à partir de cette simple donnée-là, Ouais. est-ce que ça vaut le coup de dépenser pour le coup des millions d'euros dans la constitution d'une collection dont le résultat sera toujours aléatoire, donc d'engager de l'argent public sur quelque chose dont on n'est pas certain en fait finalement du résultat. Je préfère utiliser ce grand, gigantesque réseau en fait d'œuvres pas tellement vues, pas tellement ou pas du tout même, et constituer une sorte de musée imaginaire constitué des collections des autres. Il ne s'agira pas non plus, alors, d'une célébration du marché, on s'en fiche. L'importance de les collections, les collectionneurs, ce n'est pas uniquement le marché de l'art, c'est de la passion, c'est aussi des engagements collectifs, c'est aussi des engagements communautaires aussi parfois. Mais surtout, on va constituer des projets à partir des collections des autres. C'est-à-dire qu'on ne va jamais montrer pêle-mêle en fait une collection comme si le sens était déjà donné. Non, on va essayer de regarder l'image dans le tapis, comme disait Henry James. Genre c'est essayer vraiment de tirer du sens à partir de la collection en question, qui peut être donc, je le répète, publique ou privée, celle d'un musée, quel qu'il soit, ou celle d'un particulier, celle d'une entreprise, celle d'un artiste, peu importe. Pourquoi constituer aujourd'hui une collection dans le cadre d'une collectivité locale alors qu'on peut bénéficier de cet immense réservoir d'œuvres? Alors justement, comment avez-vous convaincu M. Ishikawa et donc chef d'entreprise japonais, cette collection fabuleuse qui sort, je crois, pour la première fois Oui, tout à fait, ouais. C'est ça. Comment vous l'avez convaincu de venir à inaugurer le Moko à Ça, c'est Montpellier? mes secrets professionnels. En fait. Mais j'ai juste été à Tokyo, j'étais invité par l'université Geidai en fait, en janvier, tout début janvier 2018. Et c'est à ce moment-là que ça s'est fait, que j'en ai entendu parler et qu'on a commencé à explorer. De fait, c'est vraiment la première fois qu'elle sort du Japon et elle est considérable d'après ce qu'on en sait. Elle est surtout qualitativement étonnante. C'est une collection qui s'est constituée très rapidement, en fait, depuis 2011. Mais la qualité des œuvres, en fait, et leur pertinence les unes, leur cohérence, en fait, la cohérence interne de cette collection est assez étonnante. Et on voit qu'il y a un goût derrière il y a un œil, qu'il y a la recherche d'une sorte d'obsession comme ça en fait, qui serait, à mon avis, cette espèce de grande douceur en fait dans les formes, et une relation toujours entre l'histoire, la grande histoire et l'intimité. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont circulé sur la fréquentation du futur musée, à l'époque on disait musée, puis du centre d'art, vraiment des chiffres exorbitants, puis plus de chiffres du tout, et puis maintenant un chiffre de 100 000 visiteurs qui a été livré un petit peu plus officiellement. Ça c'est nos calculs, les 100 000 visiteurs, parce qu'on s'est dit on va partir du truc le plus modeste qu'on puisse... C'est ça, c'est très peu finalement. Comme ça on ne sera plus embêté. Voilà. Ouais. Mais comment on calcule ce chiffre même modeste? Très franchement, on l'évalue vaguement. Personne ne peut prédire en fait, le nombre de visiteurs ou le nombre d'entrées que va faire un film, oui, mais on peut l'évaluer. Oui. Voilà. Et vous espérez beaucoup plus, évidemment. Bien entendu. Mais c'est impossible voilà, on peut juste exprimer un souhait, voilà, d'une part, ou faire une prévision. Alors, l'art contemporain, c'est quelque chose de très particulier, c'est sans comparaison avec les autres disciplines. Même le plus éclairé des visiteurs ne sait pas toujours ce qu'il doit ressentir. On est soulagé souvent quand on a un guide ou un médiateur avec nous, là, quand on est dans la panacée. Comment, dans ces conditions et à ce statut particulier, faire du Moko un lieu véritablement de culture populaire? Écoutez, déjà, en fait, on a d'ores et déjà, en fait, avec la Panacée, un service de médiateur, en fait, qui est vraiment très fort, qui invente vraiment des formules, des approches, et qui va bien entendu s'agrandir, en fait, pour l'ouverture de l'hôtel des collections. Mais ça, c'est une partie des choses. Il y a effectivement toujours, accompagnant les expositions, un appareil qui donne des clés. En fait, il ne s'agit pas d'expliquer, comme si on devait résoudre une énigme. Vous savez, moi, d'une part, l'art contemporain, j'en ai qu'une seule définition, c'est l'art qui est fait par les artistes d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de genre, il n'y a pas de médium particulier même dans les expositions, très franchement.
Ça va de la peinture à la performance, en passant par tout ce que vous pouvez imaginer comme médium. Donc déjà, la question, elle est, qu'est-ce qui fait que c'est de l'art? Et la seule définition que j'en connaisse, c'est que c'est une activité qui consiste à matérialiser des rapports au monde. Eh bien, on peut toujours, en fait, très facilement essayer de comprendre ça. Si on se pose cette question-là en voyant une œuvre, ben, tout de suite on arrive à rentrer dans quelque chose d'assez concret, en fait. Mais je pense qu'il faut davantage de culture et davantage, en fait, d'aide pour comprendre un tableau de Botticelli. Hein. Alors, très franchement, pour comprendre un tableau de Botticelli, il faut maîtriser des éléments de culture en fait, de l'époque qui nous sont complètement étrangers et très lointains aujourd'hui. Il faut même à la limite avoir lu Plotin, etc., pour vraiment et comprendre le système de rapport de Botticelli à ses commanditaires, par exemple. Bon, c'est très compliqué. L'art d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a tous les codes, finalement, visuels. Ils sont autour de nous. C'est des éléments de notre univers, comme c'était le cas pour les contemporains de Botticelli. Oui, alors je reviens finalement à la première question, et compte tenu de ce que vous venez de dire, l'art contemporain est devenu vraiment le chef de file de la culture à Montpellier. C'est un événement majeur, hein, le 29 juin, donc vous avez à ce double titre une pression assez extraordinaire, des enjeux qui dépassent ceux de votre discipline. Ça fait longtemps que je vis avec ce genre de pression, donc ça ne me dérange pas outre mesure, mais je prends conscience surtout de la responsabilité qui est celle de cette institution, et notamment par rapport à ses pairs aussi, parce que ce qui est caractéristique de Montpellier, ce qui fait que ce projet en fait, a des chances de réussir au sens large du terme, c'est qu'il y a un vrai esprit de coopération. C'est-à-dire que même pour ce artiste dans la ville, on a travaillé avec Christian Rizzo et le CCN, avec le Musée Fabre, avec Mécènes du Sud, avec le FRAC, etc. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer une situation encore plus dynamique et intéressante. C'est par ce type de coopération. Et je crois que c'est la clé absolue. C'est pour ça que je ne vais pas pour rejeter la pression et la disséminer sur mes petits camarades, mais je pense que la force de Montpellier, en tant que territoire, c'est aussi cette cohésion et cet esprit de coopération, en fait. Merci Nicolas Bourriaud. C'est moi.